Bonsoir à tous, mercredi 27 septembre, bienvenue dans le journal de TV 78, les titres de cette édition. Elle vient de se clôturer avec les journées européennes du patrimoine. La saison touristique estivale a livré ses verdicts dans le département. Quel bilan tiré en cette journée mondiale du tourisme? Nous recevons Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, en charge notamment du tourisme. Après l'obtention des JO 2024, la France également en lice pour accueillir l'exposition universelle 2025 sur le plateau de Saclay. Le dossier de candidature est remis demain. On en parle avec François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, qui porte ce projet. Enfin, tension autour du café de la plage à Maurepas. Certains ne voient pas d'un bon œil la nouvelle politique de la ville concernant la salle de spectacle. Le conseil municipal a été ainsi perturbé hier soir. Les détails dans ce journal. Ils étaient plus d'une centaine réunis la nuit dernière devant l'abattoir Guy Haran de Houdan. Des militants ont répondu à l'appel lancé par l'association 269 Life Libération Animale. Volonté d'attirer l'attention du public sur les conditions d'abattage des animaux. Une nuit debout mondiale organisée sur 65 sites en Belgique, au Canada et même en Australie. Sur ces images, vous voyez l'opération menée dans les Yvelines. Une veillée hommage aux victimes d'une société et d'une institution spéciste. Ce sont les mots d'une militante de l'association. On l'écoute au micro de Camille Lambert et Nicolas Kirillovitz. Une association antispéciste, c'est-à-dire qu'on est pour la libération de tous les animaux, tous les êtres vivants et contre leur exploitation. Ce soir, donc, du coup, c'est vraiment une nuit spéciale, c'est vraiment un événement qui est partout dans le monde, dans plusieurs villes de France, et c'est vraiment un recueillement pour tous les animaux des abattoirs. Je vous en parlais dans les titres. Invité de ce journal, Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental des Yvelines en charge notamment du tourisme. On va parler justement avec vous du bilan touristique pour la saison d'été dans le département. Est-il bon ou pas? Mais avant, une actualité qu'on ne peut éluder, c'est la présidence de Saint-Quentin en Yvelines. Élu sénateur, Michel Laugier va quitter tout prochainement son poste de président de l'agglomération. Vous êtes vous première vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Question simple et directe. Êtes-vous candidate pour succéder à Michel Laugier? Je pensais être venue pour le tourisme. On en parle juste dans un instant. Mais une petite question pour débuter cet entretien. Je pense que les informations vont être beaucoup plus claires en fin de semaine, puisque une demande a été faite de façon collégiale par les élus de faire une demande de candidature. Et les candidatures seront closes à la fin de la semaine. Donc à ce moment-là, vous aurez certainement une réponse plus claire de la part des personnes qui se seront engagées dans cette possibilité. Donc d'abord, des discussions au sein de la majorité qui seront nécessaires. Exactement. Donc, merci d'accepter cette réponse. On suivra bien sûr cette actualité. Alors passons à notre deuxième thématique. C'est aujourd'hui la journée mondiale du tourisme. Et même si le temps n'a pas été trop clément au mois de septembre, l'été a bel et bien pris fin il y a seulement 6 jours. La saison est toujours une période très importante pour le secteur du tourisme. Joséphine Coleman-Berger, l'été a-t-il été globalement bon pour le département des Yvelines sur le secteur du tourisme ? Écoutez, je pourrais dire oui, plutôt favorable. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites au niveau des hôtelleries, au niveau de l'hôtellerie, au niveau des gîtes et puis au niveau des sites également touristiques. Et on s'est rendu compte que les résultats sont bien supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc on a, je dirais, des retours sur 47% de demandes que nous avons pu faire au niveau de nos partenaires. Avoir des retours plutôt positifs dans différents domaines avec des explications assez claires. On va parler de ces différents domaines. Alors, il y a les journées européennes du patrimoine aussi qui ont clôturé, on va dire, officiellement cette saison d'été. L'opération a-t-elle fonctionné dans les Yvelines? Même si on est très proche encore de cet événement, est-ce qu'il y a eu des retours globalement bons aussi sur ces journées européennes? Oui, je crois que c'est véritablement une manifestation qui porte non seulement ses fruits, mais qui est attendue par la population avec ses ouvertures d'équipements et de sites qui sont en règle générale assez fermés. Et on a des retours très positifs qui accompagnent justement ce tourisme qui est plutôt un tourisme local, un tourisme yvelinois, voire Île-de-France. Et c'est quelque chose que l'on ressent comme étant, je dirais, une vraie implication non seulement de nos professionnels, mais aussi de toutes les actions qui sont faites au niveau de la culture par les collectivités elles-mêmes. Alors justement, pour 47% des professionnels du tourisme que vous avez interrogés, vous avez mené une enquête sur le sujet, 47% de ces professionnels jugent la saison bonne, 39% en moyenne, après un été 2016, disons-le, 2016 très négatif.
Vous parlez du temps, j'imagine. Oui, c'est vrai que le temps n'a pas été très favorable. Malgré tout, on a eu un retour. Alors, un retour d'un tourisme international, il faut le dire. Ils avaient tendance à fuir, oui, la clientèle étrangère a tendance à fuir les Yvelines. Alors, fuir, c'est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, une inquiétude, certes, une inquiétude. On se rend compte qu'il y a une confiance qui est faite vis-à-vis des professionnels du tourisme et aussi, je dirais, de tout ce qui est encadrement au niveau de la sécurité par rapport à ces sites et à ces lieux. Donc, c'est plutôt bon signe. On a vraiment des signes très positifs, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, sur les personnes qui viennent d'Île-de-France, sur des sites reconnus plutôt sur la localité proche, et puis aussi sur tout un secteur international. On a pu constater une véritable hausse. Alors, exemple de cette reprise, justement, côté site, il y a le château de Versailles, hein, qu'on connaît bien sûr, la vitrine de ce département des Yvelines. Alors, il y a une augmentation moyenne de 13% du nombre de visiteurs cet été sur le château de Versailles, et ce, malgré une météo en juillet qui était, on va dire, oui, assez mauvaise. Moyenne. Moyenne. Oui, on a eu une augmentation importante sur le château de Versailles. Vous savez que nous avons entre 7,5 millions et 8 millions de visiteurs sur le château de Versailles, en règle générale. Le but aussi, il faut dire, c'est nous souhaiterions que les touristes puissent aussi s'installer davantage sur le département des Yvelines, parce que, bien sûr, c'est un lieu de passage absolument majestueux et superbe, et puis une représentation de la France qui est quand même implantée. Mais le but aussi du travail du département par rapport au tourisme, c'est de pouvoir maintenir cette manne touristique sur les sites des Yvelines où nous avons une richesse extraordinaire, à la fois dans la ruralité, dans les sites et dans les gîtes et dans les hôtels. Oui, passer des nuits dans des hôtels yvelinois plutôt que sur un hôtel parisien, c'est un objectif. C'est un objectif. Je sais que les offices de tourisme font un travail remarquable justement pour essayer d'accompagner tout cela, et le département aussi fait un travail très fort, ne serait-ce que pour valoriser tous nos sites. On a, je pense qu'on aura peut-être le loisir juste d'en échanger sur deux mots. On a aujourd'hui tout un plan sur le tourisme qui a été fait en collaboration étroite avec le 92, parce que vous le savez, nous sommes actuellement dans une approche de fusion du 78, bien sûr, et du 92, et le tourisme est un des projets déjà phares de cohésion et de fusion entre les deux départements. Et notre objectif, bien sûr, c'est d'orienter le tourisme sur 8 axes que nous avons déjà déterminés. Alors les hôteliers également yvelinois jugent cette saison plutôt bonne. Une petite ombre au tableau peut-être de cet été touristique, c'est les locations saisonnières. Là encore, un été morose, on a du mal, les propriétaires ne sont pas forcément très satisfaits. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'embellie qu'ils auraient souhaité. En même temps, on se rend compte qu'il y a aussi un gros effort de la part de ces professionnels. Nous les avons réunis autour d'ateliers de travail pour véritablement ressentir ce qu'ils attendaient du département et ce que nous pouvions aussi nous faire pour eux. Et on s'est rendu compte qu'il y a une force extraordinaire d'imagination et d'amélioration de cet accueil à la population, tant au niveau des manifestations privées comme des mariages, mais aussi sur tout ce qui est professionnel avec des séminaires. Et ça, on se rend compte qu'il y a une vraie professionnalisation de tous ces lieux-là qui sont véritablement extraordinaires et qu'on voudrait valoriser encore plus. Un dernier mot peut-être sur les perspectives. Quelles sont-elles ? Est-ce que la reprise va se poursuivre ? Les professionnels nous disent qu'ils sentent véritablement une remontée. Et nous, on le sent également. Et je pense que ce qu'on met en place actuellement au niveau départemental, puisque pour nous, le tourisme est avant tout un développement économique, il ne faut pas l'oublier, hein. Le tourisme n'est pas un gadget, c'est véritablement quelque chose sur lequel on peut s'appuyer au niveau de ne serait-ce que sur l'Île-de-France, on a quand même 47 millions de tourisme chaque année. C'est pas rien, c'est 10% du PIB de l'Île-de-France. Donc tout cela est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt par rapport au développement économique et l'emploi. Merci Joséphine Coleman-Berger d'avoir été avec nous, vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines, en charge notamment du tourisme. Et pour plus d'infos sur les sites, les hôtels des Yvelines, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Embellie côté tourisme, ce n'est pas le cas pour le chômage dans le département. Augmentation de 2,2% au mois d'août pour la catégorie A, hausse plus forte qu'au niveau national. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité s'établissait fin août à près de 66 900 personnes. Sur un an, là encore, c'est une progression, plus 1% pour cette catégorie dans les Yvelines.
C'est l'une des conséquences des attentats qui ont frappé la France. Le département des Yvelines va installer 4000 caméras dans les 116 collèges du territoire et les casernes de pompiers. Expérimentation sur 12 sites pilotes. Le dispositif totalement opérationnel d'ici 2019. Ces appareils seront reliés à un poste central avec sur place au moins 6 agents. Et les précisions de Carl Olive, vice-président du conseil départemental. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz et Wilfried Richy. Investissement de 13 millions dans les 116 collèges du département, dans les casernes de pompiers notamment, tout simplement pour créer une plateforme mutualisée d'images de vidéoprotection dans un espèce de maillage de logiciels robotisés qui fait que dès qu'il y aura un mouvement de foule dans tous ces endroits, ce sera directement opérationnel dans ce centre de supervision urbain. Efficacité, réactivité. Aujourd'hui, dans le pays en état d'urgence, ce qui est nécessaire évidemment, c'est la réactivité par rapport à des incidents de plus ou moins grande importance. Atmosphère tendue du côté de Maurepas, au Café de la Plage. Beaucoup de personnes ne digèrent pas la nouvelle politique de la ville concernant la salle de spectacle. Plus de têtes d'affiche et une grande place donnée à la scène locale. Stratégie redoutée. Ainsi, le conseil municipal a été hier soir perturbé. Le point avec Mélanie Poquet et Aurélie Ronze. Un concert improvisé lors du conseil municipal de Maurepas. L'image n'est pas banale. Plus d'une centaine de personnes s'étaient déplacées pour montrer leur mécontentement contre la nouvelle orientation culturelle du Café de la Plage. Leur crainte, la fermeture progressive du lieu. J'ai commencé là-bas en tant que bénévole et maintenant je suis technicienne lumière et c'est aussi grâce au Café de la Plage que je fais ce métier. J'ai pas envie que ce genre de lieu ferme et pour moi il faut que ça continue. Pour la municipalité, pas de fermeture du Café de la Plage, mais en raison d'une baisse des dotations de l'État, la programmation a été réorganisée. Le lieu est désormais dédié aux expositions, aux actions culturelles et à la promotion des artistes locaux. Il me paraît important en tout cas de faire comprendre que le Café de la Plage est bien sûr utilisé entre autres par le Cobalt pour réunir les groupes qui le souhaitent, plus toutes les musiques de groupes locaux. Vous pensez bien que nous avons besoin, comme dans toutes les structures, d'efficience, de mutualisation et c'est ce que nous avons voulu faire. Un message qui n'a pas vraiment réussi à convaincre les manifestants. Le fermer pendant 4 mois, le réouvrir pendant une date, le refermer pendant 4 mois et le réouvrir pendant une date, à partir du moment où il n'y a plus d'équipe en place, parce que c'est le cas, et à partir du moment où ça ouvre si peu, c'est-à-dire 3 fois, c'est fermé. Si on fait une saison culturelle avec 3 dates dans l'année, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'année prochaine on sait très bien que ça veut dire il n'y avait pas assez de personnes, donc du coup ils vont se dire on va le fermer, comme ça c'est réglé. Ce n'est pas le lieu. Vous ne voulez pas écouter. Face à cette action, la municipalité a proposé aux manifestants de solliciter un rendez-vous individuel. Elle sera fixée dans un peu plus d'1 an. La France est candidate à l'organisation de l'exposition universelle 2025. La copie est rendue officiellement demain au Bureau international des expositions. Face au Japon, à la Russie et à l'Azerbaïdjan, la France donc qui prévoit de construire son village global, lieu central de l'événement sur le territoire de Paris-Saclay, agglomération voisine de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir François Durovray. Bonsoir. Président du conseil départemental de l'Essonne. Vous portez cette candidature. Alors avant de parler des éventuels travaux et bénéfices que pourrait engendrer l'expo, petite réaction par rapport à cette phrase. La métropole du Grand Paris ne sert à rien. Propos de Valérie Pécresse dans les colonnes du Parisien ce matin. La présidente LR de la région répondait à une question sur un projet d'Emmanuel Macron. Le président de la République envisagerait de supprimer les départements de la Petite Couronne au profit de la métropole du Grand Paris. Êtes-vous d'accord avec Valérie Pécresse et du coup, est-ce que c'est déjà un risque pour l'organisation de l'expo universelle ? Je répondrai que la métropole, c'est la région. À l'évidence, nous vivons tous sur un territoire qui est celui de l'Île-de-France et sur lesquels les questions de transport, les questions de logement, les questions d'aménagement du territoire sont extrêmement liées. Et d'ailleurs, avec mes collègues présidents de département, de gauche comme de droite, nous allons prendre des initiatives pour justement parler de cet avenir institutionnel et faire en sorte que ce soit plus simple demain. Alors revenons à l'exposition universelle. Vous serez vendredi aux côtés de Jean-Christophe Fromentin pour présenter ce dossier de la candidature Expo France à l'exposition universelle 2025. Quelles sont les chances de Paris-Saclay de l'exposition universelle ? Quelles sont les chances pour la France d'organiser cet événement ? Ces chances, elles sont immenses parce que d'abord la France n'a pas organisé l'exposition universelle depuis très longtemps.
que d'autre part, nous avons des concurrents qui sont certes sérieux, mais qui ont des projets qui, sans doute, sont moins humains que le projet de la candidature française. Ce projet de la candidature française, c'est la connaissance à partager, la planète à protéger. C'est une ouverture de la France au reste du monde. Et c'est vrai que le territoire de Paris-Saclay a été retenu, sans doute, parce qu'il correspond le mieux à cette identité, à cette image que la France veut donner au reste du monde, et que dans notre dossier de candidature, on y reviendra peut-être, on a quelques atouts à faire valoir. Et donc recevoir l'exposition universelle sur le territoire, ça pourrait être une chance incroyable. Il y a une étude du cabinet Deloitte qui a chiffré les retombées de cette expo universelle. Ça pourrait être 160 000 emplois créés et 23 milliards d'euros de retombées économiques. Il faut bien se rendre compte que l'exposition universelle, à la différence des Jeux Olympiques, et d'ailleurs nous sommes très heureux qu'il y ait les Jeux Olympiques, et c'est d'ailleurs un atout pour la candidature de l'exposition universelle, parce que ça témoigne de la capacité de la France à organiser des grands événements internationaux. Pas de problème à recevoir et les Jeux Olympiques et l'expo universelle? Non, au contraire, c'est plutôt un atout, et d'autres pays, l'Espagne, le Brésil, ont réussi à avoir organisé de manière concomitante des événements de grande ampleur. Mais c'est vrai que l'exposition universelle, à la différence des Jeux Olympiques, c'est 35 millions de visiteurs sur une durée de 6 mois, et donc des retombées économiques qui sont considérables, et un événement qui est porté par l'investissement privé. Alors si la France est retenue pour organiser cette expo universelle, à quoi ressemblerait le site sur Paris-Saclay? C'est trop tôt pour le dire. Ouais. Ce qu'on a indiqué dans la candidature, c'est que nous réservions un espace de 110 hectares. Qu'on voit d'ailleurs l'image. Qu'on voit à l'image, tout à fait, un espace de 110 hectares pour accueillir les pavillons de chacun des pays. Et d'ailleurs, dans notre candidature, nous avons proposé aux pays de pouvoir rester sur le territoire de Paris-Saclay après l'exposition universelle, d'avoir un héritage et de créer la cité internationale du XXIe siècle pour que ces pays puissent accueillir à Paris-Saclay leurs étudiants ou leurs entreprises qui ont vocation à foisonner avec le territoire. Et quand je dis le territoire, c'est Saclay, côté Essonne, mais évidemment côté Yvelines. Et donc, au-delà de ces 110 hectares, il y a des images qui sont diffusées, comme celles que vous avez montrées à l'écran, mais qui feront l'objet, si la France est retenue, d'un concours international. Et donc, il y aura sans doute une vision différente de celle qu'on donne aujourd'hui. Et du coup, avec cette candidature, quid aussi de la ligne 18, reliant l'aéroport d'Orly à Versailles, en passant par le plateau de Saclay, il faut aller plus vite sur le dossier. Il faut que cette ligne arrive avant l'expo universelle. Il est prévu qu'elle arrive avant l'exposition universelle. L'ouverture de la ligne 18 jusqu'à Saclay est prévue pour 2024. Oui, c'est le tronçon jusqu'à Versailles. Un an avant l'exposition universelle. La question, évidemment, c'est la prolongation que nous souhaitons de cette ligne 18 au-delà de Saclay. Mais je crois que le gouvernement, justement, aujourd'hui, est en train de réfléchir et de positionner les différents investissements. Un dernier mot peut-être sur le calendrier. Alors, le département de l'Essonne, avec l'agglomération Paris-Saclay, s'est engagé à apporter une enveloppe, c'est ça, de 35 à 67 millions d'euros pour l'organisation? En fait, l'exposition universelle, je vous l'indiquais, c'est un investissement porté par le privé, 3 milliards 500 millions d'euros. Simplement, le privé, c'est légitime, a besoin de l'assurance que les collectivités seront à l'heure sur les infrastructures. Ça concerne l'État avec la ligne 18, ça concerne les collectivités locales avec des investissements qui sont de toute façon prévus, comme la création d'un téléphérique entre le RERB et le plateau de Saclay, ou une couverture partielle de la 118, qui sera utile à l'exposition universelle, mais qui sera utile aussi au territoire après l'exposition universelle. Et le dossier de candidature est remis, je le rappelle, demain. Merci François Durovray d'avoir été avec nous, président du conseil départemental de l'Essonne. Vous portez cette candidature de la France pour l'exposition universelle 2025. Et pour plus d'infos sur cette candidature, il y a le site internet d'Expo France 2025 qui s'affiche pour nos téléspectateurs. C'est notre fil rouge de la semaine. On continue notre dossier sur le logement étudiant. Ce soir, rencontre avec une jeune Lilloise qui a monté son dossier en dernière minute pour obtenir une chambre. Elle a dû passer plusieurs jours à l'hôtel avant de se voir accorder une place à Elancourt. Reportage de Mickaël Emile-Doro, Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Une bonne nouvelle. J'ai appelé le Crous et effectivement, ils vont te faire l'attribution du logement. Ça sera à Elancourt. Fin du calvaire pour Audrey Lecouf. Cette jeune étudiante en Master 2 originaire de Lille va enfin pouvoir poser ses valises et ses livres dans la résidence René Cassin d'Elancourt. Elle était en recherche active d'un logement étudiant depuis fin août, à quelques jours de la reprise des cours. Audrey a dû attendre 2 semaines avant d'avoir 2 propositions. Pendant 15 jours, c'était moi, ma voiture et mon sac, quoi. Honnêtement, je réserve à la dernière minute un hôtel à droite, à gauche, je regarde à combien de kilomètres il est de la fac, je regarde où est-ce que je vais pouvoir me garer, faire ceci, cela.
Une recherche de dernière minute risquée selon le responsable du service logement. Il est conseillé de monter son dossier avant les vacances estivales. Et lorsque la recherche de logement commence vers fin août ou mois de septembre, la plupart des logements sont attribués. Les offres, il y a très peu d'offres et généralement les offres qui restent sont les plus élevées. Pour le Crous du site Versailles-Saint-Quentin qui gère 9 résidences universitaires et 1200 logements entre Saint-Cloud et Élancourt, la procédure a été respectée. Le risque zéro n'existe pas. Cependant, on a un taux de satisfaction qui est très élevé. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Il y a une demande tardive. On a été particulièrement réactifs. Quelle était la procédure? Elle s'était d'abord adressée à nos partenaires de l'université Versailles-Saint-Quentin, qui nous ont transmis le dossier. Pour plus de réactivité, la directrice des résidences universitaires est allée elle-même porter le dossier aux services centraux. Bonjour, bienvenue chez moi. Le 14 septembre, Audrey emménage enfin dans son nouvel appartement à Élancourt, un studio de 20 mètres carrés loué 377 € sans avoir déduit les aides personnalisées au logement. C'est les aléas en fait. C'est malheureusement si on n'est pas prêt à vivre ça à notre âge, on n'est pas prêt à vivre plein de choses par la suite quoi. Ça m'a plus perturbé au niveau du budget, ça c'est sûr. Heureusement que mes parents sont là d'ailleurs, même si j'ai souvent eu des jobs pour compenser quoi. Audrey va maintenant se concentrer sur ses études. Elle devrait rester dans son logement étudiant à Élancourt jusqu'au mois de janvier et la fin de son diplôme. Mercredi, c'est bien sûr le jour des sorties au cinéma. Ce film arrivera dans les salles le 11 octobre. Coexister de Fabrice Eboué, l'histoire de la création d'un groupe de musique composé d'un prêtre, d'un rabbin et d'un imam. Une avant-première du film était proposée à l'UGC Ciné Cité Sky West. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet ont rencontré Fabrice Eboué. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Pour son 3e film, Fabrice Eboué est Nicolas, un producteur un peu à la ramasse. En manque de résultats, il monte un groupe avec un prêtre, un rabbin et un imam. La certaine ressemblance avec le trio de prêtres chanteurs est assumée. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre. Très bien. Un rabbin. Et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Au départ, en fait, je voulais faire une parodie de cette tournée-là parce que ça m'intéressait. Je trouvais ça amusant que des prêtres deviennent des sortes de rockstars. C'est tellement aux antipodes, les deux. La religion, pour moi, c'était juste un prétexte pour que les trois bras cassés se rencontrent. Et finalement, la seule religion qu'ils vont avoir, c'est ce qui va les faire marcher ensemble, c'est la musique. Mais loin d'en faire une satire religieuse, Fabrice Eboué a voulu que Coexister soit avant tout une critique de la société d'aujourd'hui. C'était plus parler d'un groupe fabriqué pour un succès, pour parler de ces... Parce que ce soit l'humour ou la musique aujourd'hui, on appartient tous à des grands groupes qui font aussi bien effectivement de la charcuterie que de la lingerie, que de la musique ou du comique. Le 24 septembre dernier, la tournée de promotion a fait un arrêt à Saint-Quentin en Yvelines. Je trouve plutôt une bonne approche, forcément 2 points de vue qui sont différents, mais avec toujours une certaine légèreté. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de se dire que des fois, il ne faut pas grand-chose pour vivre ensemble. Je vais assez souvent au cinéma et ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça à un film. Et je trouvais que le thème était intéressant. Les messages sont intéressants et c'est vrai que c'est une histoire plutôt d'hommes qui se rencontrent avec une très belle histoire et des sentiments à la fin. Les aventures du groupe Coexister sont à découvrir en salle le 11 octobre. 1, 2, 3. Le groupe Coexister, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. Du sport et du football, samedi dernier, les équipes réserves de Caen et d'Auxerre s'affrontaient pour un match amical au stade Guy Boniface d'Élancourt. Elles évoluent toutes les deux en National 3, l'occasion de voir notamment à l'œuvre l'ancien Élancourtois François-Xavier Foumou Tamouzo, aujourd'hui joueur professionnel chez les Bourguignons. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Michael Elmidoro. Match de gala à Élancourt, le club local a accueilli ce samedi 24 septembre au stade Guy Boniface les réserves d'Auxerre et de Caen. 2 équipes qui évoluent en National 3, l'équivalent de la 5e division. Un match amical organisé dans le cadre d'un partenariat avec les Bourguignons. C'est un partenariat qui existe depuis 3 ans et demi bien maintenant, le mois de février 2014. Donc voilà, c'est un apport, un support technique en plus pour nous aussi, éducateurs et pour nos joueurs. C'est important aussi car voilà, de temps en temps il y a des détections qui s'organisent chez nous, donc c'est des possibilités en plus pour nos joueurs. Certains joueurs du club ont pu profiter de ces détections pour rejoindre les professionnels. C'est le cas de François-Xavier Foumou Tamouzo, 22 ans, aujourd'hui joueur de l'AJA. Pour le voir en action sur les terrains de ses débuts, des centaines de supporters ont fait le déplacement. En fait, c'est un petit jeune qui a commencé dans le football avec mon frangin, mon petit frère.
Et voilà, depuis on le suit et puis on apprécie ce qu'il fait, quoi. C'est époustouflant, des fois on a la chance d'aller voir les matchs à Auxerre et franchement, avoir suivi sa carrière et pouvoir le voir du haut des gradins, franchement c'est extraordinaire. Je le connais avec les jeunes. Il jouait avec mon fils, tout ça, dans la même équipe, donc je le suivais sur ces matchs. Donc forcément, ça fait plaisir. Le match s'est terminé sur un score de parité, 1 but partout entre les Cannais et les Auxerrois. D'autres rencontres amicales avec Auxerre pourraient être organisées dans les prochains mois. Sport toujours, pour finir, direction le golf national de Saint-Quentin en Yvelines, à 1 an de la Ryder Cup. Le parcours accueille des légendes du golf, le Paris Legends Championship, une étape française de l'European Senior Tour organisée de vendredi à dimanche. Vous le voyez sur ces images, le Pro-Am, une session d'entraînement vient de se terminer. C'était programmé pendant 2 jours pour préparer les joueurs. Les puristes pourront voir en action 54 anciens professionnels comme le fantasque américain John Daly. C'est la fin de ce 7-8 journal. Reportage et replay à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.